Alors, on va corriger cette partie 1. Ce sont les préliminaires. Alors, bon, ça consiste en un 1A et un 1B. Alors, allons-y. Le petit 1, donc on a K qui est un corps, mais il n'est pas spécifié ce qu'est K. Donc, soit E, un K espace vectoriel de dimension finie. Petit a, soit U et V, deux endomorphismes de E, tels que U rond V égale V rond U. Démontrer que pour tout lambda dans K, ker de U moins lambda id est stable par V. Plus généralement, démontrer que pour P dans K de X, le sous-espace vectoriel ker de P de U de E est stable par V. Bon, moi j'accepterai totalement de faire la deuxième question d'abord et ensuite de dire que la première est un cas particulier de la seconde quand P égale X moins lambda. Voilà. Ça peut être risqué, on peut se dire, ah, est-ce qu'ils enlèvent des points? Non, normalement non. Alors, comment montrer ça? Ben, comme V et U commutent, V commute avec P de U. Alors peut-être qu'on pourrait dire, comme c'est une première question par récurrence, V commute avec toute puissance de U, puis toute combinaison linéaire de puissance de U, donc tout polynôme en U. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on prend un vecteur x de ker de P de U, et il faut montrer que V de x appartient encore à ker de P de U. Donc on fait P de U de V de x, et par la commutation qu'on a démontrée, ça fait V de P de U de x, et donc ça fait V de 0, ça fait 0. Et on a gagné. Petit b, soit L une partie commutative de L de E, dont tous les éléments sont des endomorphismes trigonalisables de E. On suppose qu'au moins un élément de L n'est pas une homothétie. Alors vous voyez, c'est surligné par la personne qui a fait l'épreuve. Hein. C'est émouvant. Toujours. On sent le vécu. On sent le combat. Démontrer qu'il existe un sous-espace vectoriel f de E non nul et différent de E, stable par tous les éléments de L. Alors, il est clair, vu la position de la question, que le stable par tous les éléments de L va provenir du petit a. Il va falloir une démonstration qui tienne bien la route avec l'utilisation des hypothèses trigonalisables, commutatives, et un élément qui n'est pas une homothétie. Alors, voilà comment j'alignerai un peu les arguments. D'abord, tous les endomorphismes U de L sont trigonalisables, donc les qui U sont scindés, les polynômes caractéristiques. Un endomorphisme particulier que l'on va appeler U0 n'est pas une homothétie, et on va prendre lambda, une valeur propre de U0. Alors attention, parce que trop de candidats, on va dire beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, disent soit lambda une valeur propre sans justifier que ça existe, alors qu'on est sur un corps K quelconque, on n'est pas sur un corps algébriquement clos. Même si on était sur un corps algébriquement clos, il faudrait quand même le dire, hein, car K était algébriquement clos, mais là, voilà. Il faut dire que lambda existe, on ne peut pas prendre une valeur propre sans expliquer qu'elle existe. C'est pas un droit acquis dans la Constitution. Donc elle existe car qui U0 est scindé, donc c'est le petit 1. Troisièmement, bon, on va prendre f égale ker de U0 moins lambda identité. F est un sous-espace non nul, car lambda est une valeur propre de U0 évidemment, et strictement inclus dans E, parce que si c'était égal à E, eh bien on aurait U0 qui serait égal à lambda identité. Or, U0 n'est pas une homothétie. Voilà. Et maintenant, par la question précédente, f, ici, est stable par tout U dans L. Donc voilà, on a trouvé exactement ce qu'on nous demandait.
soit E un K-espace vectoriel de dimension finie, L une partie commutative de L de E, donc tous les éléments sont des endomorphismes trigonalisables de E, F un sous-espace vectoriel de E, non nul, distinct de E et stable par tous les éléments de L. Bon, ben voilà, donc on est dans les conditions précédentes. N, dim de E, M, dim de F. On a donc M est compris entre 1 et N-1, oui, parce que c'était non nul et différent de E. N supérieur ou égal à 2. On nous le rappelle. Effectivement, on fait bien de nous le rappeler, parce que si N est égal à 1, en fait, on ne pourrait pas avoir au moins un élément de L n'est pas une homothétie. Mais on n'avait pas besoin de l'exprimer dans le petit b. Disons, on ne peut pas se dire, tiens, on a loupé quelque chose parce qu'on n'a pas dit que n était supérieur ou égal à 2 dans le petit b. Les mathématiques, c'est la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est rien que la vérité. Et la vérité. Donc, on fixe une base E1 jusqu'à EM de F que l'on complète en une base de E. Très bien. Petit a justifié que pour tout élément U de L, la matrice MU de U dans la base E s'écrit comme ça, de façon triangulaire par bloc. Bon, bah en fait, elle s'écrit par bloc, évidemment, comme toute matrice, et on a un bloc nul ici qui exprime le fait que F est stable par tous les éléments de L, c'est-à-dire tout U. Donc ici, on a effectivement ces tailles-là. Bon, ça pose pas de problème. Pour UV dans L2, établir la relation AU-AV égale AV-AU et CU-CV égale CV-CU. Ben oui, c'est juste du calcul par bloc. Alors regardez le calcul par bloc. Quand on va faire MU fois MV, ben, le calcul par bloc nous donne, alors faut dire, faut rédiger, le calcul par bloc donne donc ici AU, ici on a 0, ici on a quelque chose, j'ai mis une étoile, mais on s'en fiche en fait, et on a CU, CV. Comme U et V commutent, ben, les matrices commutent aussi, et donc on a aussi AV, AU et CV, CU. Je ne l'ai pas écrit, mais en identifiant, ça nous donne AU, AV égale AV, AU et CU, CV égale CV, CU. B. Soit U dans L, calculer qui U en fonction de qui AU et qui CU. En déduire que les matrices AU et CU sont trigonalisables. Bon, bah là, c'est encore un calcul de déterminant par bloc. C'est-à-dire qu'on va faire le calcul du déterminant de X identité moins MU. Et donc, comme on a des matrices triangulaires, on va prendre le déterminant et on va avoir qui U égale qui AU fois qui CU. En déduire que les matrices AU et CU sont trigonalisables. Alors il faut bien voir que comme qui AU divise qui U dans K de X, et que qui U est scindé parce que U est trigonalisable, ça va impliquer qui AU est scindé. Donc AU est trigonalisable. Alors, bon, et de même pour CU. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il faut dire quelque chose sur le fait que si on divise un polynôme scindé, alors on est soi-même un polynôme scindé. Il faut bien se rendre compte que cela vient du fait que k de x est factoriel. Donc quand on a une divisibilité comme ça, finalement le fait d'être scindé, on a une décomposition en irréductible avec des puissances, d'accord? Donc c'est des valuations. Et donc la divisibilité s'exprime dans le fait qu'on a la même décomposition en irréductible, mais avec des valuations inférieures. Voilà, donc on est scindé finalement. Alors est-ce qu'il faut aller à ce niveau-là de précision? Je ne sais pas. Je pense que dire divise un polynôme scindé, donc scindé, suffit.
En raisonnant par récurrence, démontrer que pour tout élément n de n étoiles, pour tout K espace vectoriel E de dimension n, et toute partie commutative L de L de E, dont tous les éléments sont des endomorphismes trigonalisables de E, il existe une base E de grand E, telle que pour tout U de L, la matrice de U dans E appartienne à Tn de K, donc ça c'était les matrices triangulaires supérieures, c'est un sous-espace vectoriel de Mn de K. On demande de rédiger très précisément la démonstration par récurrence. Bon, alors, ça a l'air sérieux. On va partir de n égale 1. Bon, on a beau être sérieux, c'est évident quand même. Hein. Donc on a une partie commutative. De toute façon, la partie elle sera forcément commutative, mais bon. Donc tous les éléments sont des endomorphismes trigonalisables, ce sera forcément trigonalisable, mais bon, c'est dans les hypothèses. Il existe une base E, bah, toute base va marcher, puisque toute matrice est dans Tn de K, puisque n égale 1. Maintenant, il va falloir bien rédiger pour l'hérédité. Alors pour l'hérédité, je dirais que je vais prendre donc, comme dans les questions précédentes, un sous-espace F qui est stable par tout U de L, voilà, que voilà, je prends une base, je la complète comme c'est fait précédemment. Je sais, d'après ce qui est ci-dessus, que MU va s'écrire comme ceci, matriciellement, triangulaire par bloc. Bon. Maintenant, je sais que ces blocs sont vraiment de taille plus petite sans être triviale. Donc ici, on a une taille m comprise entre 1 et n-1. Et du coup, bah, ici aussi, on a une taille n-m qui va être comprise entre 1 et n-1. Voilà, donc ça c'est important, les tailles. Et le fait d'être compris entre 1 et n-1 permet d'appliquer la récurrence. Vous remarquerez au passage que c'est une récurrence forte. Ce qui me permet d'avoir une matrice P indice A qui trigonalise AU. Donc P indice A est une matrice inversible de taille M, telle que PA, AU, PA-1 est triangulaire. Voilà. Et pareil pour PC, qui va être cette fois-ci de taille N-M. Voilà. Donc je construis la matrice par bloc PA0, 0, PC, qui est inversible, d'accord, son déterminant, bon, évidemment, est non nul. On peut même dire que son inverse, bah, c'est PA-1, PC-1, en blocs diagonaux, évidemment. Et maintenant, quand je vais calculer cette conjugaison de cette matrice sur ma matrice MU, eh bien, je sais que j'obtiens ici ben, PA, AU, PA-1, 0, PC, CU, PC-1. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai mis une étoile parce que je me fiche de ce qu'il y a ici. Mais c'est très facile à calculer parce que là, j'arrive de la gauche, donc je multiplie la ligne. Donc j'ai PA, BU. Et là, je viens de la droite, donc je multiplie par la colonne, ce qui fait que ici, j'aurai PA, BU, PC-1, hein, ici. Mais je m'en fiche, en fait. Voilà. Le tout, c'est d'avoir ici une matrice triangulaire, là, ici, une matrice triangulaire. Donc les deux blocs diagonaux sont triangulaires, ce bloc-là est nul. Donc je sais que ma matrice ici est triangulaire. Donc MU a été trigonalisé. Et on remarquera au passage, évidemment c'est important, que la matrice qui a permis de la trigonaliser ne dépend pas de U. Petit b, soit n un entier supérieur ou égal à 2, expliciter le couple AB de TNK2 tel que AB est différent de BA. La réciproque de la propriété démontrée dans la question A est-elle exacte? Bon, bah, si on arrive à démontrer qu'il en existe deux différentes, la réciproque de la propriété ne va pas être exacte parce que la propriété, la réciproque, ce serait que
si tout appartient à Tn de K, s'il existe en tout cas une base telle que les matrices appartiennent toutes à Tn, alors ça commute. Ben non, ça commute pas forcément. Ce qui aurait été vrai si on avait remplacé trigonalisable par diagonalisable, et donc ici appartiennent à Dn de K, c'est-à-dire les matrices diagonales. Là, ça aurait été vrai, mais ici, c'est faux. Bon, donc il nous faut se fendre d'un petit contre-exemple, et je vais le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'en contre-exemple? Ça veut dire qu'on nous demande un n supérieur ou égal à 2 et k quelconque, attention. Donc je commencerai par faire n égale 2, où je montre, voilà, ici, fois ça, voilà, A et B. Donc ici, c'est triangulaire, triangulaire, ça nous donne ceci, et quand je fais BA, ça nous donne ça. Alors j'aime bien avoir que des 1, parce que si j'avais mis des 2, les 2, ils auraient pu, par exemple, si j'avais, je sais pas moi, si j'avais mis un 2 là, j'aurais eu un 2 là, mais je ne peux pas dire que ça c'est différent de ça, parce qu'en caractéristique 2 c'est égal. Donc c'est bien d'avoir des 1 pour pouvoir affirmer en fait que ça c'est différent de ça. Et puis ensuite, bon bah pour n quelconque, il suffit de prolonger ces matrices par une diagonale nulle par bloc. Voilà, c'est pas plus compliqué finalement. Petit c, soit n dans n étoiles, E un K espace vectoriel de dimension n, U1, etc., UN des endomorphismes nilpotents de E qui commutent à 2, calculer UN rond, etc., rond U1. Calculer, on ne va pas vraiment le calculer. J'aurais dit déterminer plutôt que calculer, parce qu'on ne va pas calculer. Bon, bref, c'est nul. Alors pourquoi c'est nul? Ça, c'est intéressant. C'était peut-être la première question un peu surprenante. Si on ne connaît pas l'histoire, jusqu'à présent, oui, c'est surprenant si on ne connaît pas, mais c'est tellement classique. Cet exercice est un peu moins classique. D'ailleurs, il est dans Nouvelles histoires hédonistes, de groupes et de géométrie dans les exercices. Alors, voilà comment j'aime bien procéder ici pour cet exercice. On a E1, En, la base de trigonalisation simultanée. Donc je regarde le drapeau, bon ça s'appelle un drapeau, de sous-espace FK, où FK c'est le sous-espace engendré par les k premiers éléments de la base. Comme UI est triangulaire, s'écrit de façon triangulaire dans la base des EI, ça veut dire que UI de FK, a priori, est inclus dans FK, dans un premier temps, mais comme les UI sont nilpotents, ben, on voit les valeurs propres des UI sur la diagonale, donc c'est nul, et comme c'est nul, eh bien ça veut dire que le terme en EK va être 0, hein, en UI de EK, le terme en EK de UI de EK est nul, et donc UI de FK est inclus dans FK-1 cette fois-ci. Voilà. Donc ce qui fait que quand on va faire U1, rond U2, rond UN de E évidemment c'est Fn, eh bien UN va envoyer Fn sur Fn-1, etc. Et par récurrence va envoyer, au bout de n coups, on va tomber sur 0. Et c'est comme ça qu'on obtient cette espèce de Cayley-Hamilton généralisé. Quatrièmement, soit E un R espace vectoriel non nul de dimension finie, donc cette fois-ci on est sur R. L une partie commutative de L de E, démontrer qu'il existe une droite ou un plan de E stable par tous les éléments de L. Bon, on va décomposer un vecteur en partie réelle et partie imaginaire, donc on y va. Alors vous voyez qu'il est un petit peu long, vous voyez, on va regarder le problème sur C, donc on fait exactement comme ils disent, on va regarder, on fixe une base sur R, après on regarde ça matriciellement sur R, et ces matrices, on va les regarder comme matrices complexes. Donc les matrices, elles commutent, elles sont trigonalisables. Bon bah oui, évidemment, parce qu'on est sur C maintenant. Donc elles commutaient, bon, bah, parce qu'elles commutaient dans R, donc elles commutent dans C, puisque c'est les mêmes matrices, mais cette fois-ci, elles sont trigonalisables. Donc, par le 3A, elles vont être cotrigonalisables, bien sûr, et comme elles sont cotrigonalisables, on va prendre le vecteur E1
hein, le premier vecteur, et lui, évidemment, il va engendrer une droite stable par toutes les matrices. Le seul problème, c'est que c'est une droite complexe, il va falloir transformer ça en un objet réel. Alors, remarquons que si la droite est réelle, d'accord, si on a un vecteur directeur de la droite qui est réel, ben, on va avoir une droite réelle stable par tous. Effectivement, les matrices, au départ, elles sont réelles. Donc si les matrices sont réelles et que le vecteur propre est réel, le produit de la matrice par le vecteur propre est réel, la valeur propre est réelle, et donc tout va bien. Sinon, alors j'étais pas obligé de faire le 1 en fait, hein, je crois. Soit E, un vecteur directeur de cette droite, alors E est dans Cn, on le décompose en parties réelles et imaginaires, comme ils nous disent. Hein. Donc E égale ER plus IEI. Alors ER est un vecteur réel, EI est un vecteur réel. Et, bien sûr, comme E est stable, on a pour tout U une valeur propre lambda U, que je vais écrire AU plus IBU. Donc ça c'est partie réelle et partie imaginaire de lambda U. On a une valeur propre complexe, voilà. A priori complexe. Comme U est réel, donc la matrice, en fait j'aurais dû écrire la matrice MU de U, hein, parce que tout est matriciel ici. Quand je vais faire UE, alors U je le vois comme une matrice, hein, UE ça va faire UER plus IUEI. Mais UER est réel, UEI est réel, donc UER c'est la partie réelle de UE, et UEI c'est la partie imaginaire de UE. Voilà, ça c'est important, hein, c'est de rappeler que U est réel. Sinon on n'aurait pas pu faire l'identification aux parties réelles, parties imaginaires. Donc maintenant j'écris U de E égale AU plus IBUE, puisque E est vecteur propre, hein, ici, et j'identifie partie réelle et partie imaginaire. Alors comme vous pouvez l'imaginer, le calcul va nous donner U de ER va donner AUER moins BUEI, et UEI va nous donner BUER plus AUEI. Mais là, cette fois-ci, c'est tout réel. Tout est réel. Donc on voit bien que si je regarde le sous-espace engendré par ER et EI, que ce soit un plan ou une droite, ce sous-espace, on s'en fiche, on voit que ce sous-espace est de dimension inférieure ou égale à 2, il est non nul évidemment, parce que E est non nul, donc il est de dimension 1 ou 2, et il est stable par E. Voilà. Et lui, évidemment, ne dépend pas de U. C'est bien de le rappeler, il ne dépend pas de U. Voilà. Donc on a un plan indépendant de U, ou une droite, qui est stable par tout U de L. Bon alors notez bien, tout à l'heure quand j'ai dit la droite est réelle, évidemment ça c'est une droite complexe. Quand je dis la droite est réelle, c'était que cette droite complexe possède un vecteur directeur réel. En gros, cette droite est réelle dans le sens qu'elle provient d'une droite réelle. Voilà, on avait terminé la 1A et on attaque la 1B. Soit n dans n étoile, démontrer que un, donc ça c'est il le disait avant, c'est le groupe des racines nième de l'unité de C, c'est le seul groupe d'ordre n de U. Donc U c'est le sous-groupe de C étoile, constitué des complexes de module 1. Alors UN d'abord, bah, c'est bien de dire que c'est un groupe effectivement, parce que c'est un sous-groupe, hein, quand on multiplie, quand on inverse une racine nième de l'unité ou deux racines nième de l'unité, on obtient bien par commutativité hein, une racine nième de l'unité, qu'il est bien d'ordre n, on a bien n racines nième de l'unité qu'on sait décrire hein, avec les exponentielles de i k pi sur n. Maintenant c'est le seul, donc maintenant si on prend un sous-groupe d'ordre n, alors les x de on va les appeler z de ce sous-groupe, par Lagrange, vérifie Zn égale 1. Donc ce sont des racines nième de l'unité, comme donc on a une inclusion de ce groupe dans Un, et par égalité des cardinaux, parce qu'il est d'ordre n, les deux sont d'ordre n, on a égalité. Donc c'est bien le seul groupe, voilà,
hein, d'ordre n. Petit b, expliciter sans détailler la vérification un isomorphisme de groupe de U sur SO2 de R. Bon, bah, ils nous disent de ne pas expliciter, donc c'est bon, on dit A plus IB, donc, qui est dans U, ce qui veut dire que A2 plus B2 égale 1, va s'envoyer sur, en colonne A, B, moins B, A. On ne détaille pas la vérification, donc on le dit comme ça, et c'est bien un isomorphisme de groupe, c'est bien connu. C'est pratiquement une question de cours. Démontrer que le groupe SO2 de R admet exactement un sous-groupe d'ordre n que l'on note Rn, dont on décrira les éléments. Ben oui, c'est d'après le petit a. D'accord, pas de problème. Donc l'ensemble des sous-groupes de SO2 de R est en bijection avec l'ensemble des sous-groupes de U par cet isomorphisme. L'ensemble des sous-groupes d'ordre n de SO2 de R est en bijection avec l'ensemble des sous-groupes de U d'ordre n, puisque c'est un isomorphisme. Donc il existe un unique sous-groupe d'ordre n, et on décrit les éléments, donc on va avoir cosinus de kpi sur n, en colonne, sinus de kpi sur n, moins sinus de kpi sur n, cosinus de kpi sur n, k allant de 0 à n-1, et c'est ça les éléments. 6a, soit O, qui est dans O2 de R, mais pas dans SO2 de R, c'est bizarre cette typographie. Justifier que O est conjugué dans O2 de R à S, cette matrice-là. Donc c'est dans O2 de R, moins SO2 de R, donc on sait que le déterminant est égal à moins 1, et on sait, c'est dans le cours, ça fait partie de vos théorèmes, que les matrices sont de la forme A, B en colonne, B moins A, voilà, avec A2 plus B2 égale 1. Donc le polynôme caractéristique, c'est x2 moins 1, donc ça veut dire que c'est diagonalisable, puisqu'on a le polynôme caractéristique qui est scindé simple, et ça s'écrit en diagonale dans une certaine base 1 moins 1. Maintenant, il faut montrer que cette base est orthonormée, on peut trouver une base orthonormée, et effectivement, soit je pense qu'il était accepté qu'on dise que S est une symétrie orthogonale parce qu'on est dans le groupe orthogonal, soit on démontre que quand on a U et V, un vecteur U qui est un vecteur propre pour la valeur propre 1 et V, un vecteur propre pour la valeur propre moins 1, alors le produit scalaire UV égale 0. Alors comment on fait? On écrit SU fois produit scalaire avec V, d'une part, ça fait UV, parce que SU égale U, et d'autre part, c'est égal à U S étoile de V, mais S étoile c'est S moins 1, donc ça va faire moins V, donc ça fait moins UV, donc UV égale moins UV, donc UV égale 0. Bon, on peut le faire comme ça, hein. Donc, ça veut dire que S est une symétrie orthogonale, je pense qu'on pouvait dire c'est dans le cours. Pour moi, c'est dans le cours. Bien. Donc, il existe une matrice qui est orthogonale, puisque c'est une matrice qui transforme une base orthonormée en base orthonormée, et qui diagonalise O. Donc ça veut dire que O est conjugué dans O de R à S. Déterminer le centralisateur CS de S dans O de R. Bon, donc le centralisateur, donc on va regarder dans O2 de R toutes les matrices qui commutent. Évidemment, on prend une matrice qui commute, elle doit stabiliser les deux droites, ces deux droites, parce que ces droites sont des sous-espaces propres de S. Mais puisqu'on est dans O2 de R, l'induit, donc si on prend un élément de C de S, je ne sais pas moi, on va l'appeler S', l'induit de l'endomorphisme, en quelque sorte lié à la matrice S', sur les deux droites, va être encore orthogonal, donc ça va être plus ou moins 1, parce que maintenant c'est orthogonal, ça va respecter la norme, mais là on est en dimension 1, donc c'est plus ou moins 1. Donc ça veut dire que sur la première droite, ça peut être plus ou moins 1, sur la deuxième droite,
ça peut être plus ou moins 1. Effectivement, cela nous donne un élément de O2 de R. Pourquoi? Parce que si on prend 1, 1, ça fait l'identité. Si on prend moins 1, ça fait moins l'identité. Donc tout ça, c'est dans O2 de R. Ça, c'est deux rotations, finalement. Une rotation d'angle 0, une rotation d'angle pi. Et si on prend 1, 1, ben c'est S, qui est évidemment dans O2 de R. C'est de la forme AB, B-A, de toute façon. Et moins S, qui est aussi dans O2 de R, parce que c'est un produit de moins l'identité fois S. On vient de montrer que C de S, finalement, est inclus dans identité moins identité S moins S. Voilà. Et donc, bon, la réciproque est évidente. Petit b. Démontrer que les sous-groupes commutatifs de O2R sont les sous-groupes de SO2R et les sous-groupes de O2R conjugués dans O2R à l'un des deux sous-groupes qu'on a ici. Bien. Alors, les sous-groupes commutatifs de O2R, soit ce sont des sous-groupes de SO2R, et si ce n'est pas un sous-groupe de SO2R, ça veut dire qu'il existe une matrice O dans le sous-groupe commutatif en question. Donc O est O2R conjugué à S. Donc il y a forcément, c'est forcément au moins conjugué à I2 de S. Mais les autres éléments sont forcément dans le centralisateur de O. Donc quand on conjugue, on va se retrouver dans le centralisateur de S. Donc c'est inclus là-dedans. Donc maintenant, le sous-groupe est forcément O2R conjugué à ce groupe-là. Et les sous-groupes ici, qu'est-ce que vous avez comme sous-groupe? Soit I2S, soit I2 moins I2. Ah, alors dans ce cas-là, oui, mais non, parce que ce serait dans SO2 de R, on a déjà fait ce cas. Soit I2 moins S, mais I2 moins S est conjugué à I2S. Il suffit de prendre juste de transposer une matrice de transposition. Hein. Finalement, on transpose E1 et E2. Donc on prend la matrice 0, 1, 1, 0, qui est dans O2R, évidemment, hein, parce qu'il faut conjuguer modulo O2R. Donc ça, il ne faut pas oublier ces petites choses-là. Voilà. Donc tous les sous-groupes d'ordre 2, c'est bon. Par Lagrange, on va avoir des sous-groupes d'ordre 4. Là, c'est bon. 2, ça y est, on les a tous faits. 1, et bien dans ce cas-là, c'est I2, mais dans ce cas-là, c'est un sous-groupe de SO2. Donc c'est déjà fait. Voilà. Maintenant, il faut penser à la réciproque. La réciproque, eh bien, ça, quand on est conjugué à ça, forcément, on a un groupe commutatif. Ça, c'est un groupe commutatif, donc quand on est conjugué à ça, O2R conjugué à ça, on est un sous-groupe commutatif. Et comme SO2 de R est abélien, tous les sous-groupes de SO2 de R sont bien abéliens. Donc c'est bon, on a ça. C'est marrant qu'on dise plus, je sais pas, j'utilise abélien au lieu de commutatif, mais bon, c'est une habitude. Ok. Alors maintenant, 7, soit A, la matrice 0, 1, moins 1, 1. Donc on reconnaît avec bonheur la matrice compagnon du polynôme x2 moins x plus 1. Donc le moins x vient de là et plus 1 de là. Et x2 moins x plus 1, c'est le polynôme cyclotomique phi6, entre parenthèses. Hein. Alors, démontrer qu'il existe P dans GL2 de R, tel que R de pi sur 3 égale à P à P-1. Alors, évidemment, le phi6 n'y est pas pour rien, puisque pi sur 3, c'est 2pi sur 6. Hein. Voilà. Alors, il faut montrer qu'il existe P dans GL2 de R. Bien. J'ai deux méthodes. Bon, une que je trouve instructive, l'autre non, mais voilà.
La première méthode consiste à dire, ben voilà, je regarde R de pi sur 3, donc ça va faire quoi R de pi sur 3? C'est en colonne 1 demi, racine de 3 sur 2, moins racine de 3 sur 2, 1 demi. Son polynôme caractéristique, ça va être x2 moins x plus 1, exactement comme le polynôme caractéristique ici, x2 moins x plus 1. Donc, si on est sur C, eh bien, les deux polynômes caractéristiques sont scindés simples, donc les deux matrices sont diagonalisables avec même spectre. Le spectre, évidemment, est égal à exponentielle de i pi sur 3 exponentielle de moins i pi sur 3. Donc, elles sont semblables, étant donné qu'elles sont semblables à une même matrice diagonale commune. Donc, ce qui veut dire que, bon, je vais l'appeler R au lieu de R de pi sur 3, ça veut dire que R et A sont C semblables. Ça, c'est évident. Montrer maintenant que c'est R semblable. Donc, évidemment, c'est un problème typique dans la réduction, c'est-à-dire qu'on est allé monter dans un corps algébriquement clos, mais maintenant, il faut redescendre. Et là, c'est des techniques habituelles de descente. On a un théorème qui nous dit deux matrices réelles C semblables sont R semblables. Mais bon, c'est pas dans le cours, on peut se fendre d'une petite preuve, ce que je vais faire. Donc on prend A et R, elles sont réelles, on a dit qu'elles étaient C semblables, ce qui veut dire qu'il existe une matrice de passage qui va envoyer, donc qui va vérifier QA, Q-1 égale R, et je vais regarder sa partie réelle, sa partie imaginaire. Donc QR et QI sont deux matrices réelles. Et je rappelle que Q est inversible évidemment, mais j'ai QA égale RQ, puisque QA, Q-1 est égal à R. Donc maintenant, j'identifie partie réelle et partie imaginaire, parce que je sais que A et R sont réels. Ça, c'est important. Donc je peux identifier, et j'ai QRA égale R, QR, et QIA égale R, QI, par identification. Maintenant, pour tout réel t, je vais prendre P indice t égale QR plus T QI, ce qui fait que P indice t est une matrice réelle, comme combinaison réelle de matrices réelles. Et par combinaison linéaire, j'ai que PTA égale RPT. Voilà. Maintenant, il faut que je trouve un t tel que P indice t soit inversible pour pouvoir dire qu'on a une matrice réelle qui envoie A par conjugaison sur R. Donc je regarde le déterminant de Pt, la fonction t donne det de Pt, c'est un polynôme en t, évidemment, d'accord, puisque ici on a des constantes, là on a une constante et on n'a que t comme variable, et que déterminant c'est polynomial. Donc c'est un polynôme en t, attention, ça pourrait être le polynôme nul, mais on sait que ce polynôme ne s'annule pas sur i, parce que q est inversible. Donc quand on va faire P indice I, ça, le déterminant de P indice I est non nul. Donc le polynôme est non nul puisqu'il ne s'annule pas sur I. Donc c'est un polynôme non nul. D'accord ? C'est un polynôme non nul sur C, donc c'est un polynôme non nul, si vous voulez. Et donc non nul sur R, et là, c'est, je pense important de rappeler qu'il est infini. Parce que si R était fini, on pourra avoir un polynôme non nul qui s'annule sur une partie finie. Mais c'est le fait que R est infini, c'est l'infinitude de R qui assure que il est non nul sur R. Donc il va y avoir un T tel que le déterminant de PT est non nul avec T réel. Et là maintenant, ça y est, on a ce qu'on veut. Maintenant, une autre méthode, eh bien l'alternative, c'est de dégainer ce polynôme. Voilà. Vous vérifiez, donc ça c'est R de pi sur 3, ça c'est A. Vous avez ici P, d'accord, et P, vous dites que c'est inversible, voilà, parce que son déterminant c'est 2 racines de 3 qui est non nul. Et vous vérifiez ça, vous n'avez rien à dire, quoi, finalement. Vous avez fait votre calcul sur le brouillon. Qui vous le reprochera, hein? Voilà. Simplement, ça, c'est plus élégant. Et ça, voilà,
vous le dégainez, point barre. Petit b, démontrer que le sous-groupe R6 de SO2 définit la question 5b. Voilà. Bon, bah, c'est le sous-groupe finalement qui va être engendré. Donc on sait qu'il est cyclique, il va être engendré par l'image d'une racine primitive sixième de l'unité, et donc par la matrice cosinus pi sur 3, sinus pi sur 3, moins sinus pi sur 3, cosinus pi sur 3, c'est-à-dire R de pi sur 3. Voilà. On sait d'après ce qui précède que R6 est cyclique, engendré par ça. Il faut montrer que le sous-groupe est conjugué dans GL2 de R à un sous-groupe de GL2 de Q. Donc maintenant, il faut remarquer que A est dans GL2 de Q, il est même dans SL2 de Z, mais on s'en fiche. Donc, toutes les puissances, comme on a un sous-groupe ici, toutes les puissances vont être dans le sous-groupe. Donc le sous-groupe engendré par A est dans GL2 de Q, et par P, il est conjugué au sous-groupe engendré par R, qui est ce qu'on a dit, le groupe R6. Voilà, puisque c'est l'unique groupe à 6 éléments. Voilà, c'est terminé pour la partie 1. Et on va s'arrêter là. On est rendu à la partie 2 de l'épreuve maths gênée 2024. Alors, on nous définit un espace vectoriel de matrice A. Alors pour moi, n sera toujours égal à 2m, parce que bon, on ne va pas faire deux fois les mêmes choses. Voilà, vous l'avez compris déjà précédemment. Donc je m'occuperai que de cette partie-là finalement dans le problème. Donc ici on divise en deux, comme c'est pair, donc on a 4 blocs de taille m égale n sur 2. Et 3 blocs nuls ici et un bloc en haut à droite qui va être exactement l'ensemble des matrices de taille m. Voilà. On appelle cet espace vectoriel nu n de k. C'est bien un sous-espace vectoriel et il est de dimension évidemment m2. Donc là, b de n est égal à m2. Et on attaque. Bon, la dimension est bien m2. Si n est pair, que vaut m'm, et ben m'm vaut 0, bien sûr. Quand on va multiplier deux matrices, les blocs vont finalement jamais se rencontrer entre eux, voilà, à cause de là où ils sont placés. C'est un peu comme les matrices élémentaires, EIJ fois EKL est égal à 0 si J est différent de K. C'est le même principe. Voilà, donc bon, finalement, on nous place dans cette situation, donc ça nous met en confiance par rapport à la question 8b. 9a, alors vérifier que A, alors donc on fait pareil que V, mais on rajoute une homothétie. Donc A est une sous-algèbre commutative. Bon, bah, évidemment, c'est un sous-espace vectoriel. Sa dimension, bah, ça va être évidemment ici M2, on avait M2 pour V, plus 1, puisqu'on a rajouté IN, et que bah, c'est une droite qui n'était pas incluse dans l'espace au départ. Donc on rajoute 1 à la dimension, ce qui fait donc bien 1 plus M2. Et c'est une sous-algèbre, bah, on vérifie que quand on... Alors bien sûr c'est un espace vectoriel, ça on l'a dit, et c'est stable par multiplication. On peut vérifier d'ailleurs et garder de côté la formule que lambda in plus m fois lambda prime in plus m prime, ça va faire lambda lambda prime in plus lambda prime m plus lambda m prime. Démontrer que le groupe des éléments inversibles de A, c'est donc ce A croix, c'est l'ensemble des lambda in plus m où lambda est non nul. Oui, alors il suffit de prendre... Alors on peut remarquer que ça c'est une décomposition de Dunford, puisqu'on a un nilpotent ici et ici une diagonale. Donc vraiment c'est une décomposition, et puis ça commute évidemment, puisque c'est une homothétie. Donc on a une décomposition de Dunford. Bon,
Je ne sais pas si ça nous éclaire beaucoup. Mais en tout cas, on a une matrice triangulaire, ce sont des matrices triangulaires supérieures avec lambda sur la diagonale, donc c'est inversible si et seulement si lambda puissance n est différent de 0, donc si et seulement si lambda est différent de 0, donc on a exactement ça, les inversibles. Là, il y avait une coquille, V est un idéal de la K algèbre commutatif A différent de A, donc qu'il soit différent de A, c'est clair. Que ce soit un idéal, c'est clair aussi, parce que comme c'est un sous-espace, il est stable par plus, bon, il est non vide, hein, on ne le dira jamais assez. On a lambda in plus m fois, on va dire m', ben, ça va être lambda m', d'après ce qui se passe ici. Et du coup, bah, on est bien sûr dans V. Donc c'est bien un idéal. Il est maximal, oui. Alors c'est simple, hein, il est maximal parce qu'il ne peut pas y avoir plus, hein, comme idéal. Parce que si on prend une partie qui contient strictement V, alors elle va croiser A étoile. D'accord ? Il va y avoir un lambda non nul, puisqu'on a pris tout dans V, on a pris toutes les matrices où lambda était nul. Donc après, c'est les lambda non nuls, donc c'est les inversibles. Et si un idéal contient un inversible, eh bien il contient l'unité, évidemment, et donc il contient tout A. Et on voulait des idéaux différents de A. Donc c'est un idéal maximal. Une autre façon de le dire, c'est de dire que quand on quotiente par M, donc quand on tue M, on a un corps. Donc quand on fait le quotient et qu'on a un corps, c'est qu'on a un idéal maximal. Entre parenthèses, le fait que cet idéal maximal, c'est exactement le complémentaire des inversibles, prouve que c'est le seul idéal maximal. Et là, je pense que seul devait arriver après. Donc c'est le seul idéal maximal, puisque tout idéal est inclus dans cet idéal, puisqu'il ne peut pas toucher des inversibles. Donc c'est ce qu'on appelle l'anneau A, et ce qu'on appelle un anneau local. Alors l'indice A, démontrer que le groupe A étoile, donc les inversibles de A, est isomorphe au produit direct du groupe K étoile multiplié par le groupe KD+. Alors oui, c'est un groupe, d'accord. Effectivement, hein, c'est toujours le groupe multiplicatif des inversibles, il est abélien. Hein. Et on va construire, en fait, le morphisme qui va de là vers ce produit direct, qui a lambda in plus m, associe lambda, donc dans K étoile évidemment, mais pas m, évidemment c'est pas si simple, il faut faire m sur lambda, ce qui est possible parce que lambda est inversible. Voilà, alors on vérifie que pour la multiplication c'est bon, parce que quand on multiplie ici, on va avoir lambda lambda prime in plus lambda prime m plus lambda m prime. Donc quand on va faire lambda prime m plus lambda m prime divisé par lambda lambda prime, ça nous fait bien m sur lambda plus m prime sur lambda prime. Voilà, donc on va bien vers k puissance d, évidemment. V est de dimension d sur k, donc au niveau du groupe additif, c'est k puissance d. Voilà. Bon, petit b, soit P un nombre premier, R un élément de n étoile, Q égale P puissance R, FQ un corps de cardinal Q. Bon, alors le groupe A des inversibles de A est isomorphe au produit direct. Ben oui, parce que ici, on va avoir K étoile, ben ils le disent, le groupe multiplicatif de K étoile, ben il est cyclique, donc ça va être finalement isomorphe. Il est cyclique de cardinal Q, ben moins 1, puisqu'on a enlevé 0, donc c'est le groupe cyclique Z sur Q moins 1, Z, mais lui, il est vu additivement. Ensuite, FQ est un espace vectoriel de dimension R sur FP. FQ est de caractéristique P, évidemment, son plus petit
sous-corps, donc son sous-corps premier, c'est Fp, il est de dimension R sur Fp, donc ça c'est des choses bien connues sur les corps finis. Donc ce qui veut dire que Fq à lui tout seul, c'est déjà, comme groupe additif, c'est Z sur Pz puissance R. Un espace de dimension D sur Fq, ça va être Z sur Pz puissance R D. Voilà, additivement. En fait, c'est vrai comme espace vectoriel, donc bah, c'est vrai aussi comme groupe additif, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, on a terminé la 2A. Alors, on attaque la 2B avec ce théorème 1 qui est en deux parties, la dimension maximale d'un sous-espace vectoriel commutatif de Mn de K dont les éléments sont des matrices nilpotentes et B de n, donc pour nous ce sera M2, où M c'est la moitié de n qui est pair, et 2 si n est supérieur ou égal à 4, bon bah, on verra. Tout sous-espace vectoriel commutatif de Mn de K dont les éléments sont des matrices nilpotentes et dont la dimension est Bn, donc quand la dimension est atteinte finalement, est conjugué au sous-espace standard qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a appelé Vn de K, où la matrice était découpée en 4 avec un bloc matriciel en haut à droite et les trois autres nuls. Alors là, il y avait la première question que je trouvais tricky, la 11A. Alors bien sûr, on notait F, le sous-espace vectoriel de E engendré par les images des éléments de V, donc on part d'un sous-espace vectoriel commutatif dont les éléments sont tous des endomorphismes nilpotents de E, bon, voilà. Et maintenant, on regarde la somme des im de UI, hein, des images de UI, donc l'espace somme des images de UI. Voilà, ça on l'appelle F. On prend un supplémentaire S de F dans E. Voilà. Et on va regarder l'application qui va de V dans les applications linéaires de S vers F, qu'on va appeler psi, et qui envoie U, donc un endomorphisme nilpotent qui fait partie de cette famille commutante, vers la restriction. Alors il y a une restriction à S et une co-restriction à F. Voilà, comme ça on est dans L de SF. Alors, entre parenthèses, vous remarquerez que U de S est bien inclus dans F, puisque F, U de E est inclus dans F, puisque F c'est la somme de tous les U tous les hymnes de U quand U parcourt V. En fait, il suffit de faire parcourir à une base, si on est embêté, si on est gêné par les sommes infinies. Mais bon, une somme infinie d'espace vectoriel, ça marche aussi. Bien, alors on a donc U de S qui est forcément inclus dans F, et donc on a une application qui est bien définie, qui va de V dans L de S, F. Et il faut montrer, bon alors évidemment elle est psi et linéaire, on ne demande pas de justifier, évidemment c'est une restriction, démontrer que l'application psi est injective. Indication, on pourra déterminer le noyau de psi en s'aidant de la question 3C. La question 3C, c'était la question qui disait que quand on compose n éléments, où n c'est la dimension de E, donc n endomorphismes nilpotents qui commutent, alors on a 0. Voilà, un espèce de super Kelly-Hamilton. Alors j'ai essayé d'écrire une preuve qui tienne debout. Je voudrais remercier Sydney qui m'a gentiment proposé sa preuve. Et alors j'avais une preuve qui était effectivement un petit peu plus compliquée parce que je voulais montrer que le plus petit sous-espace stable par les UI et contenant S était E, ce qui permettait de conclure, mais il a proposé une méthode plus directe et que j'ai un petit peu arrangée et je vais vous la raconter. Alors, on part de U dans V, tel que U s'annule sur S, et il faut montrer que U est nul. C'est ça, c'est exactement ça, l'injectivité de psi.
sachant que U envoie par construction S dans F, hein, évidemment. Donc, je vais poser IK, la somme des images des U, des composés de K éléments de V. Voilà. Bon. Alors, donc, ça veut dire que les IK, c'est des sous-espaces de E. Il est clair qu'ils sont emboîtés, c'est-à-dire que IK est inclus dans IK-1 pour tout cas. Par convention, I0, c'est E. Et par la question 3C, finalement, ce que nous dit la question 3C, c'est que IN, c'est 0. Voilà. Donc, on a des... en fait, si vous connaissez les noyaux emboîtés, hein, vous pouvez imaginer que vous avez des multi-noyaux emboîtés et vous avez des multi-images emboîtées. Donc des sommes d'images quand il y a plusieurs endomorphismes. Et heureusement, la I-commute, ça permet de simplifier un peu les choses. Alors on pourrait imaginer des intersections de noyaux emboîtés et des sommes d'images emboîtées. Bon, on pourrait imaginer une théorie comme ça. Voilà. Alors, F, c'est exactement I1 dans cette histoire, par définition, construction de F. Et il faut remarquer que si on a un endomorphisme V de grand V, il envoie forcément IK sur IK plus 1. Voilà. Bon, ça c'est des évidences. Et on va montrer que U, pour le U qui s'annule sur S, hein, que U de IK égale U de IK plus 1, pour tout cas. Alors, à partir du moment où on aura montré ça, eh bien, on va montrer que U de E, qui est par définition U de I0, eh bien, U de I0 sera égal à U de I1, qui sera égal à U de I2, etc., qui sera égal à U de IN, qui sera égal à 0. Bon. Alors, quand je dis égalité, en fait, on va montrer l'inclusion directe, mais l'inclusion réciproque était évidente, puisque IK plus 1 est inclus dans IK, d'après ça. Donc, il faut montrer l'inclusion directe. Alors, maintenant, regardons. On sait que E, c'est F plus S, c'est la somme directe, et on a commutation. Donc, quand on va faire U de IK, je vais décomposer ça en U de IM ici, d'accord, puisque c'est une somme de IM et que U est linéaire. Et je vais regarder juste la somme de IM, d'accord, de cet endomorphisme-là. Et comme U commute avec tous les autres, je peux passer le U de ce côté. Mais comme U est nul sur S et que E égale F plus S, U n'est que U restreint à F. Ce qui veut dire, vu la définition de F, qui est en fait I1, F, ça va être une somme, ici on compose avec les U qui sont déjà dans F. Donc il va y avoir des... Ici, on compose avec une somme de UK, donc on a juste des UK plus 1, je vais donner un nouveau nom, donc UK plus 1, de certains X. Donc je vais avoir une somme pour UK plus 1 dans V de IM de U1 rond UK, rond UK plus 1, et U, je le refais commuter maintenant à gauche. Donc je vais avoir que c'est inclus maintenant dans U de ça. Mais là maintenant, c'est U de IK plus 1. On est inclus dans U de IK plus 1 par définition de IK plus 1. Voilà. Bon, c'est un peu astucieux. Donc on a bien, maintenant, en prenant la somme de toutes ces choses-là, U de IK inclus dans U de IK plus 1, et donc notre U de E égale 0, ce qui veut dire que U est nul, ce qui veut dire que psi est injective. Bon, à partir de là, les choses se simplifient, quoi.
démontrer que, bon, bah, du coup, dim de V est forcément inférieur à la dimension de L de SF, puisque V s'injecte dans L de SF, et donc cette dimension, c'est dim de F fois dim de S, donc dim de F fois N moins dim de F. Et maintenant, si dim de F, on l'appelle, je sais pas moi, K, on a une fonction N est fixée, hein, N est égal à 2M, bon, pour moi pour l'instant, et donc K facteur de 2M moins K, c'est une fonction de K qui est de degré 2, c'est une parabole qui est tournée vers le bas et qui atteint son maximum pour K égale M, d'accord, et le maximum est égal à M facteur de 2M moins M, donc à M2, donc c'est bien inférieur, et c'est atteint en plus. Hein. C'est atteint pour donc dim de M, c'est atteint pour dim de F égale M. Voilà, donc on a établi l'item 1 du théorème 1, et maintenant, il faut attaquer le 2. Alors là, c'est assez joli. Bon, alors d'abord, on note D égale dim de S, 12A, donc on a supposé maintenant que V est de dimension M au carré, démontrer que l'application psi est un isomorphisme de K espace vectoriel, bah oui, puisque là, la dimension, c'est M au carré, dim de, comme c'est atteint, c'est forcément atteint en M, donc L de S, ici qu'on a L de SF ici, donc on a K égale M, donc du coup F ben, c'est M aussi, donc M fois M ça fait M2, on a exactement un isomorphisme parce que c'était injectif et égalité de dimension. Et D est égal à M. Bon, donc là, pas de souci. Bon, on peut faire les deux questions en même temps, je pense. Et là, on suppose d'établir que U' rond U égale 0. On va raisonner par l'absurde. On suppose qu'il existe U et U' dans V tel que U' rond U est différent de 0. Donc on est toujours dans le cas, hein, question 12 et 13, on est toujours dans le cas où la dimension est maximale. Justifier l'existence de x1 dans S tel que U' rond U de x1 est différent de 0. Alors, là, si vous voulez, à partir du moment où on montre, si on arrive à montrer que U' rond U est dans V, alors c'est bon. Parce qu'on a la contraposée, finalement, de l'injectivité de psi. Puisqu'on a regardé la restriction à S, c'est non nul, ça veut dire que c'est non nul. Mais attention, V est un sous-espace vectoriel, ce n'est pas une algèbre. Donc U' rond U n'a a priori pas de raison d'être dans V. Mais a posteriori, oui, parce qu'on va prendre la sous-algèbre engendrée par V, c'est, donc elle va contenir U' rond U, elle va être commutative, évidemment, puisque tout commuté au départ, ça va être des éléments nilpotents, parce que quand on compose des éléments nilpotents qui commutent, ben c'est encore nilpotent. Donc par maximalité, c'est forcément égal à V. Je ne sais pas si c'était ça l'idée du concepteur, parce que je trouve que sans indication, c'est pas tout à fait évident cette idée. Peut-être qu'il y a une autre idée. En tout cas, bon, celle-là, elle me paraît claire. U' rond U est dans V, parce que la sous-algèbre engendrée par V, c'est V, par maximalité. Bien. Donc on a le petit a grâce à ça. Petit b. Donc du coup, on a ce x1. On le complète en une base de S, et il faut démontrer qu'il existe V et V' dans V, tel que V de x1 égale U' x2, V de x2 égale 0, V' de x1 égale 0, V' de x2 égale U de x1. Bon, bah, évidemment,
on va utiliser la surjectivité, le fait qu'on a un isomorphisme ici. On construit déjà un V de S dans F. Bah, de toute façon, on utilise le théorème, voilà, le théorème fondamental de l'algèbre. Hein, il va exister, on peut imposer toutes les parties libres, l'image d'une partie libre, d'accord. Donc ça c'est bon. V et V' existent dans L de SF, et du coup, par surjectivité de psi, qu'on a démontré ici, on a V et V' dans V. On arrive à prolonger. Donc très bien. Démontrer que V et V' ne commutent pas et conclure. Alors voilà, on va faire V rond V' de x1. V rond V' de x1, ça va faire 0 à cause de ça. Maintenant, quand on va faire V' rond V de x1, ça va faire V' de V de x1, donc V' de U' de x2, comme ça commute, ça fait U' de V' de x2, donc U' de U de x1, mais U' de U de x1 est différent de 0. Donc on a 0 d'un côté, non 0 de l'autre, donc ça fait, c'est pas possible, et ça ne commute pas, ce qui est une absurdité, parce qu'on était dans un espace qui commute. Donc du coup, maintenant, on établit l'item 2 du théorème 1. La question 14, donc on construit une base de E qui est compatible avec la décomposition F plus S. Donc on va avoir E1 jusqu'à EM qui est une base de F, EM plus 1 jusqu'à EN qui est une base de S. Voilà. Maintenant, dans cette base, MU va s'écrire en bloc de taille M. Donc évidemment, l'image, donc tout MU va avoir son image dans F, donc c'est normal qu'il y ait ces deux zéros ici, ça correspond au fait que celui-ci, ce sous-espace contient toutes les images des U, voilà. Et maintenant, comme là on est déjà dans une image, on va avoir un 0 ici, d'après ce qu'on vient de voir dans la question 13, puisque ici c'est déjà des images, donc quand on va rajouter du, de, un endomorphisme nilpotent dessus, ça va faire directement 0, parce que la composée de deux endomorphismes de V est nulle. Donc on a 0, 0, 0, et ici, eh bien, étant donné qu'on avait un sous-espace, ici on va avoir un sous-espace, donc A, ici la matrice A parcourt un sous-espace vectoriel de indice M de K, et forcément, la dimension, ça va être la dimension M2. Voilà. Donc A parcourt M indice M de K. Donc c'est bien, modulo changement de base, ce qu'on avait appelé Vn de K, ce qui veut dire que V est bien conjugué à Vn de K. Alors, conjugué pour quelle matrice de passage? On avait une matrice au départ ici, donc ici c'est matriciel, donc on a une base canonique pour k puissance n qui est égale à k puissance 2m, et donc on prend la matrice de passage entre cette base canonique et cette nouvelle base, et ça va nous donner un changement de base et une conjugaison qui va nous amener sur ces matrices-là. Voilà. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On continuera plus tard. Alors on va attaquer la 2C sous algèbre commutative de Mn de K, toujours l'épreuve Math-Gene de 2024. Là, on est fort d'un théorème qu'on a prouvé, c'est sur la dimension maximale d'un sous-espace vectoriel commutatif de Mn de K, dont les éléments sont des matrices nilpotentes, c'est B de n. Donc ça va être la dimension maximale. Alors B de n, on perd pas grand-chose, hein, je vous rappelle, à prendre n paires, et dans ce cas-là, B de n, donc si n égale 2m, B de n, c'est m au carré, tout simplement. Et on sait qu'on a, dans le cas maximal, dans le cas de dimension m carré, donc, on est conjugué à un certain espace standard. Alors, le but de cette partie, c'est de montrer le théorème 2. La dimension maximale maintenant d'une sous-algèbre commutative de Mn de K, c'est Bn
plus 1, et si n est supérieur ou égal à 4, toute sous-algèbre commutative de dimension Bn plus 1 de Mn de K est conjuguée dans Gn de K à la sous-algèbre AN de K, hein, donc bon, si n pair, donc on s'arrête là. Voilà, AN de K, ça va avoir cette tête-là, avec Vn de K, cette tête-là. Voilà, qui est finalement le prototype de la dimension maximale d'un espace de matrice nilpotente qui commute toutes. Alors, si ça peut vous rassurer, on a fait le plus gros, là, jusqu'à présent en difficulté, mais on n'est pas à l'abri de jolies choses, et il va y avoir cette question 17 dont je vous ai parlé dans le rapport, que je trouve vraiment, vraiment jolie. On va essayer de regarder ça de près. Alors bon, d'abord, N1 et N2, deux éléments de N étoile, tels que N1 inférieur ou égal à N2. Bon, finalement, ça faut démontrer que ça revient à démontrer que cette inégalité, c'est x carré plus 1 plus y carré plus 1 est inférieur à x plus y, le tout carré plus 1. On développe, et puis comme les éléments sont supérieurs à 1, donc il n'y a aucun souci pour trouver ça. Bon, c'est une inégalité de convexité quadratique dans ce cas-là, et on va supposer qu'on a ça. Alors bon, c'était peut-être un petit peu difficile de traiter le cas impair, mais le cas pair est vraiment facile, et là, ça pose pas de problème de généraliser, évidemment. Avec le cas d'égalité, d'accord, et c'est un cas d'égalité, vous voyez, qui ne va pas exister si la somme est égale à 4. N1 plus N2 est égal à 4. Vous voyez, est supérieur ou égal à 4, pardon. Donc nous, on va supposer que N est supérieur ou égal à 4 dans le cas d'égalité. Bon. Alors, on suppose là ici que K est algébriquement clos, et il faut montrer que E, donc on a cette algèbre commutative, L de E, et il faut montrer qu'on a E qui se décompose en somme de sous-espaces, tels que ces sous-espaces EI sont tous stables par A, et tout élément U de A va s'écrire, donc l'induit sur EI, va s'écrire sous une forme avec une seule valeur propre, comme ça, plus un nilpotent. Bon, alors ça va être, je pense que c'est une récurrence finie, finalement, hein, c'est une récurrence où on va prendre A, et comme A est dans L de E est de dimension finie, donc A possède une base en tant qu'espace, et tout commute, donc ça va être une base, on va dire U1 jusqu'à UK, hein, d'éléments comme ceci. Comme on est dans le cadre algébriquement clos, E va se décomposer en sous-espaces caractéristiques pour U1. Voilà. Et donc on va avoir ça pour U1. Et puis pour U2, U2 va stabiliser les sous-espaces caractéristiques de U1. Et on va faire pareil pour U2. On va décomposer en sous-espaces caractéristiques pour U2 sur les sous-espaces caractéristiques de U1, etc. On fait une récurrence. Hein, bon. Je vais un petit peu vite là, je suis un peu moins soigneux parce que, bon, je pense que les gens qui s'intéressent à cette partie du problème, ils arrivent à combler les vides mathématiques que je mettrai, qui sont assez petits, hein, on ne fait pas des grosses enjambées non plus. Donc finalement, comme il y a une base finie, eh bien on va avoir ceci, hein, on va avoir cette décomposition avec des éléments nilpotents, effectivement. Donc c'est une super décomposition, hein, des noyaux, ou un super Dunford, si vous voulez, dont on a besoin ici. Donc là, à partir de là, on peut établir le théorème 2, parce que sur chaque espace EI qu'on aura obtenu par récurrence comme ça, eh bien, étant donné que les sous-espaces EI sont stables par tous les U, les induits vont continuer à commuter sur EI, donc tous les induits commutent,
Et donc en particulier, comme ici on a des homothéties, ça veut dire que les nuits commutent, donc on peut se ramener au cas précédent, et donc la dimension de A va être inférieure ou égale, d'après le théorème d'avant, euh, le théorème qu'on appelait théorème 1, hein, à cette somme, hein, donc pour I égale 1 à R, alors c'est bien, ils avaient mis les mêmes notations là, de B de NI, donc ça va être la dimension ici, pour, voilà, pour un U, et plus 1. J'ai peut-être oublié de dire qu'à partir du moment où on avait un lemme de noyau pour une base, eh bien on a ceci pour tout U, hein, tout endomorphisme U engendré par cette base, évidemment. Donc voilà, c'est inférieur à ça, donc entre autres inférieur à ça, mais ça c'est N, hein, B de N plus 1, d'accord, voilà. Donc déjà, on a la partie I, et la partie II, bon, elle est pas difficile, parce que si on a égalité des dimensions, donc on a ici cette somme qui va être égale à ça, d'après le cas d'égalité ici, et le fait que n est supérieur ou égal à 4, eh bien on va avoir, il peut y avoir qu'un seul, R ne peut pas être supérieur ou égal à 2, et donc R est égal à 1, et donc on a quelque chose d'indécomposable, quoi. On aura exactement un espace de dimension B de n plus 1, donc d'après d'après le cas d'égalité précédent, parce que là, les nuits vont être des nuits dans E, donc d'après le cas d'égalité précédent, la partie nuit va être semblable à ce qui nous intéresse, et comme de toute façon une matrice de passage ici commute avec l'identité, avec toute homothétie, eh bien la même matrice de passage qui nous amenait à notre forme standard va nous amener à notre forme standard aussi, mais au niveau de l'algèbre, le AN de K. Voilà, donc sous l'hypothèse K algébriquement clos, c'est juste une petite inégalité et surtout le théorème d'avant. Maintenant, K n'est plus algébriquement clos. On prend, d'après le théorème de Steinitz, une extension close de K, algébriquement close. Bon, d'accord. Eh bien, démontrer, donc on va regarder A, mais étendu en oméga sous espace vectoriel, donc oméga c'est notre corps algébriquement clos, et il faut démontrer que A oméga c'est une sous-algèbre commutative, bon, bah, étant donné qu'on a une base hein, de A oméga constituée d'une base de A, comme la base commute, bah, ici ça va commuter aussi, donc ça va être une sous-algèbre par définition, commutative, ok, et de dimension M, eh bien c'est parce qu'on a pris un sous-espace vectoriel avec une même base, et il se trouve que, alors ça c'est un théorème quand même important, hein, le rang d'une famille de vecteurs ne dépend pas de l'extension choisie. Je pense que c'était important de le dire ici. Alors bon, moi pour ce truc-là, bon, de toute façon je pense que c'est connu, et puis à ce niveau-là du problème on peut le sortir, mais il faut bien voir que le rang d'une famille de vecteurs, qui est écrite dans K puissance n, c'est la taille maximale, donc on l'écrit comme une matrice, hein, cette famille de vecteurs, c'est la taille maximale d'un mineur non nul. Donc ce rang, évidemment, comme c'est la taille maximale d'un mineur non nul, ça ne dépend pas de l'extension choisie. Bon, on a d'autres arguments pour ça, mais celui-ci me paraît assez convaincant. Donc on a bien M, comme c'est le même M, ben on va pouvoir utiliser le M qui est dans le cadre algébriquement clos, et d'après la CSB, on a bien M inférieur à Bn plus 1. Et là, je l'avais annoncé, c'est le moment que j'aime beaucoup. Il faut démontrer que A contient une matrice non inversible et non nulle. Bon, alors, j'aime beaucoup, mais par contre, l'indication, je l'ai trouvée... j'ai pas compris l'indication. Voilà, j'avoue. On pourra s'intéresser à l'intersection de A et du sous-espace vectoriel Mn de K constitué des matrices dont la première colonne est nulle. Il semble, parce que là il y a quand même un piège je trouve, il semble que l'indication veut nous dire il faut aller sur oméga, donc il faut regarder
l'extension de A à oméga, A indice oméga. On intersecte avec les matrices de première colonne nulles, c'est non nul hein, par rapport à Mn de oméga, à cause du théorème qu'on a démontré sur, parce qu'on est dans le cas dimension maximale, et à cause de ce théorème, étant donné que c'est trigonalisable, bon, voilà, donc il y a une intersection avec cette première colonne nulle, et du coup, il y a une intersection avec la première colonne nulle en bas. Bon, parce que la dimension d'un noyau, c'est indépendant du... C'est encore le fait que la dimension, le rang ne dépend pas de l'extension, donc la dimension du noyau aussi. Elle ne dépend pas, donc comme la dimension est non nulle sur oméga, pour cette intersection, la dimension sera non nulle aussi sur le corps K. Bon, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était ça l'idée. Alors je dis non, parce que quand même, là, ça marche pas. En tout cas, cette idée-là, que j'aurais tendance à suivre avec l'indication, en tout cas, elle ne marche pas. Parce que A oméga n'est pas constituée d'une matrice triangulaire. Où là, ça marcherait ici, ce truc. Elle est constituée de matrices cotrigonalisables. Mais cotrigonalisables avec une matrice de passage, pour avoir le côté triangulaire. Et cette matrice de passage, elle est sur oméga, elle est à coefficient sur oméga. Donc il faut un gros théorème de descente pour la faire descendre sur K. Donc là, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans l'indication et je ne vois pas comment m'en sortir avec cette idée-là. Ou alors il y a du travail. Mais je me trompe peut-être, j'ai pas trouvé. Alors, à côté de ça, j'ai une idée que je trouve plus rigolote et qui me convainc personnellement, que je vais vous montrer. Alors voilà, on va supposer par l'absurde que A ne contient pas de matrice non inversible, bon, j'aurais dû mettre un S, non nulle. Ou alors j'aurais pas dû mettre de S ici. Ok. C'est-à-dire, ça veut dire comme A est une algèbre et que la seule matrice non inversible est nulle, ça veut dire que A est un corps. D'accord. Voilà. L, ok, on va l'appeler L, comme ça c'est une bonne tête de corps, hein, et c'est un corps. Voilà. Donc c'est une extension de degré fini de K, puisque L est de dimension finie sur K, puisque A est inclus dans L de E, donc c'est de dimension finie, tout est de dimension finie, donc c'est une extension de degré fini de K, et donc tous ces éléments sont algébriques sur K. En gros, pour tout X dans L, le morphisme d'évaluation qui va de K de X dans L, qui a P associe P de X, forcément il a un noyau, non nul. Donc finalement, ça veut dire que X, qui est dans L, qui a été pris quelconque dans L, possède un polynôme annulateur, et donc c'est un élément algébrique sur K. Bon, très bien. Et donc, comme c'est des éléments algébriques, c'est inclus dans oméga. Donc A est inclus en gros dans oméga. Ça veut dire que A oméga, qui a été construit comme une extension de A sur oméga, on a pris une base de L sur K et on l'a étendue sur oméga, ça veut dire qu'on est resté dans oméga finalement. Donc ça veut dire que A oméga contient forcément oméga, c'est de dimension au moins 1 sur oméga, en fait c'est oméga. Bah oui, il y a une double inclusion. Donc c'est un corps. Et c'est absurde, parce que A oméga contient des nilpotentes non nulles, ou si vous voulez la dimension. Sinon ça voudrait dire que la dimension c'est 1. Alors que finalement on a montré que la dimension c'était pas 1. Voilà. Donc là, ça me convainc. Alors maintenant petit c, soit M dans A. D'après l'item 2 du théorème 2 appliqué au corps algébriquement clos oméga, la matrice M s'écrit lambda in plus n, où lambda est un élément de oméga. Bon, ça, oui. Là encore une fois, il y a un petit problème de à conjugaison près et à conjugaison près par une matrice P oméga. Il y a quelque chose d'un petit peu ambigu dans cette phrase, mais ok. Où n est une matrice nilpotente, donc c'est vrai à conjugaison près. Ok. Soit C
une matrice de A non nulle et non inversible. Donc quelque chose qu'on a pu choper ici. Donc on va avoir M moins lambda IN fois C égale 0, d'après ce qu'on a vu la dernière fois. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans Vn, ça, c'est dans Vn aussi. On sait que le produit de deux éléments de Vn, c'est nul. Parce qu'on a, comme on a enlevé lambda, on est dans l'idéal maximal. Et ça, c'est nul. Ça, on l'a vu. Donc, regardez, ça veut dire que MC égale lambda C. Comme C est non nul, MC est sur K, et C appartient à K aussi, à Mn de K, bah ça oblige lambda d'être dans K. Voilà. Super chouette. Et du coup, bah, à partir du moment où lambda est sur K, toutes nos matrices vont avoir des valeurs propres sur K, hein, puisque la valeur propre c'est lambda, c'est la seule valeur propre. Donc ça va être trigonalisable. Donc on peut reprendre le raisonnement de tout à l'heure, c'est-à-dire le raisonnement sur un corps algébriquement clos. Parce que tout ce dont on s'est servi tout à l'heure, c'était que le corps était algébriquement clos, donc on avait des matrices trigonalisables. Ça ne nous a servi qu'à ça. Et donc là, on a pu utiliser le lemme des noyaux, ou Dunford, si vous voulez. Voilà, donc le théorème 2 est vrai. Et voilà, c'est terminé pour la 2C. Alors là, on va essayer de finir le problème. À partir de maintenant, on va passer en surmultiplier, on va éviter de s'embourber dans les petits détails, on va regarder les choses à grands pas. Je suppose qu'à partir de maintenant, ceux qui suivent encore à ce niveau-là et qui veulent aller jusqu'au bout du problème, c'est un peu les samouraïs, les braves qui n'aiment pas s'encombrer trop de détails et qui va loin ménage sa monture. Mais attention, hein, on va quand même regarder les difficultés, hein, on ne va pas fermer les yeux sur les choses qui sont vraiment difficiles, hein, s'il y en a, hein, voilà, mais le menu fretin, on l'évitera. Bon, alors, donc, on attaque le 2D avec le cardinal maximal d'un sous-groupe abélien de GLN de FQ, donc ça c'est intéressant. Et donc, on va prendre bêta Q de n, c'est Q-1 fois Q puissance B de n, parce qu'on va travailler maintenant sur FQ, hein, donc on travaille sur un corps fini, donc évidemment, tout sous-groupe de ce corps est fini, et tout sous-groupe abélien avec. Donc là, c'est quand même de l'attendu, hein, vous voyez bien, ce produit correspond au produit direct qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait le côté lambda étoile et le côté V. D'accord ? Donc lambda étoile, bah oui, donc ça va être le groupe K étoile, donc ça c'est le cardinal de FQ étoile, et Q puissance B de n, alors bon, B de n pour nous, en tout cas pour moi, c'est M au carré, où n est pair, et donc B de n c'est la dimension de l'espace vectoriel, voilà, de l'idéal maximal de l'algèbre, du seul idéal maximal de l'algèbre, et donc le cardinal, puisqu'on est sur FQ, bah, c'est Q puissance la dimension, donc c'est Q puissance B de n. Et le produit qu'on a ici, eh ben, c'est justement le cardinal du produit direct, hein, dans l'ensemble sous-jacent, c'est le produit cartésien. Bien. Alors, donc, il faut montrer que le cardinal maximal d'un sous-groupe abélien fini, ben, c'est justement BQ de n, et quand ce max est atteint, alors les groupes sont conjugués. Bon, alors c'est pas difficile, hein. Il y a juste une bonne idée, c'est, et encore, elle est quand même relativement attendue, quand G est un sous-groupe commutatif, on va regarder le sous-espace vectoriel engendré par G, et en fait, ce sous-espace vectoriel engendré par G, comme on a pris un sous-espace vectoriel engendré par un groupe, eh bien forcément, il va hériter d'une structure de sous-algèbre. Et comme le groupe est commutatif, c'est de sous-algèbre commutative. Donc, ça y est, hein, on a le cardinal maximal du groupe. On a déjà, en tout cas, un cardinal maximal du groupe, c'est Q puissance DG
Ah oui, donc ça c'est la dimension de l'espace, donc ça c'est le cardinal du coup de l'espace, auquel on enlève 0, parce qu'il n'y aura certainement pas 0 dans G, puisqu'il n'est pas inversible. Bon. B, on suppose que le sous-groupe G est cardinal maximal parmi les sous-groupes commutatifs de GLN de FQ. Démontrer que DG est égal à BN plus 1. Oui. Alors déjà, DG est inférieur ou égal à BN plus 1, d'après le théorème 2, hein, puisque là on a une sous-algèbre commutative. Voilà. Donc c'est le théorème 2. Hein. Alors maintenant, rapidement, on arrive à voir les sous-algèbres commutatives, d'accord, possibles, ça on le sait d'après la partie 2C, et à chaque fois, donc c'est avec les sommes E égale somme de EI, et on arrive à voir qu'au maximum, le groupe, ça va être un produit direct de groupe, donc on peut calculer le cardinal, et à partir du moment où G est cardinal maximal, on voit que ça veut dire que la sous-algèbre est maximale, ce qui veut dire que DG égale B de n plus 1. Si on avait pris une sous-algèbre plus petite, vu la description qu'on a des sous-algèbres plus petites avec la somme de I égale 1 à R, hein, des EI, et en regardant ce que donne le G, en fait, qu'est-ce qu'on regarde? On dit finalement que G, le groupe, comment on le récupère à partir de la sous-algèbre? Eh bien, comme un sous-groupe du groupe des inversibles. Et c'est très facile de calculer le sous-groupe des inversibles de toutes les algèbres qu'on a trouvées précédemment. Donc maintenant, G, si on veut qu'il soit maximal, il faut donc que l'algèbre soit maximale et que G soit le groupe des inversibles de cette algèbre, et ça va être exactement de cardinal BQ de n. Et du coup, on en déduit le théorème 3, parce que comme les algèbres sont isomorphes par conjugaison, eh bien, les groupes maximaux vont être aussi isomorphes par conjugaison, évidemment, puisque c'est le sous-groupe des inversibles. Puis, on avait le grand 3, on a C de n égale 6 puissance n sur 2, bon, pour nous, n est encore pair. L'ensemble des cardinaux, on veut montrer que l'ensemble des cardinaux des sous-groupes commutatifs finis de GLN de Q, alors attention, cette fois-ci, c'est GLN de Q, d'accord, Q est infini, mais on regarde les sous-groupes commutatifs finis. Donc il a pour maximum C de n, donc 6 puissance n sur 2, et deux sous-groupes de GLN de Q de cardinal C de n sont conjugués dans GLN de Q. Bon, alors là c'est ce que je vous disais, je vous renvoie à ma vidéo sur la preuve d'Isai-Shur de 1929, qui est absolument magnifique, hein, qu'il faut garder près de son cœur. Si on voulait établir une résumance de la pensée du grand maître, alors, comment dire, on part de xn-1, on calcule son discriminant, donc ce produit-là, et le discriminant, le calcul nous donne à un inversible près n puissance n. Bon, voilà, on est dans Z. Maintenant, on prend un diviseur de phi n, donc phi n, on regarde phi n qui a pour racine, donc c'est le polynôme unitaire qui a pour racine finalement les z puissance k, où z c'est une racine primitive de l'unité, et k c'est l'ensemble des premiers avec n, donc finalement on a toutes les racines primitives nème de l'unité, et donc l'histoire c'est ça, je prends un diviseur, donc on sait que phi n, donc le polynôme cyclotomique est dans z de x, je prends un diviseur de z de x, qu'on peut supposer unitaire par exemple, f de phi n, avec f dans z de x, il faut montrer que, bon, si c'est pas 1, hein, ce diviseur évidemment, alors s'il possède une racine, alors il les possède toutes, c'est-à-dire toutes les racines primitives nème de l'unité. Et il suffit de montrer que s'il en possède une, et si p ne divise pas n, alors cette racine que je vais appeler z
z puissance p est encore racine de f. Effectivement, avec des nombres premiers qui ne divisent pas n, eh bien, je peux parcourir toutes les racines primitives nème de l'unité, comme ça, en mettant à la puissance une certaine racine primitive de l'unité. Et en fait, tout est là, de prendre ce diviseur. Alors, bon, entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi, la preuve d'Isai-Shur n'utilise pas le polynôme minimal. Je ne pense pas, en tout cas dans ma vidéo, j'avais pris un diviseur, mais pas forcément le polynôme minimal. Je pense que cette technique qu'utilise le concepteur du problème n'est pas optimale, parce que le polynôme minimal, pourquoi aller déranger ce pauvre polynôme minimal alors que n'importe quel polynôme annulateur qui divise phi n aurait fait l'affaire. Du coup, ça nous oblige à faire des détours autour du polynôme minimal, et c'était vraiment pas utile. Hein. On sait que si phi n n'est pas irréductible sur q, alors comme phi n est unitaire à coefficient dans z, il possède dans ce cas-là un diviseur dans z de x. Hein. Donc c'était pas la peine de parler du polynôme minimal. Mais bref, il faut dire que si on a un annulateur d'un z qui est une racine primitive nème de l'unité, alors pour tout p ne divisant pas n, f de z puissance p est encore égal à 0. Et là, c'est facile de voir que ce pi z, mais moi je prends juste un f de zp, eh bien divise le discriminant. Quand on regarde la tête du discriminant et quand on factorise f, eh bien on se rend compte que ça divise le discriminant. Mais attention, f de zp divise le discriminant dans z bar. C'est-à-dire que le produit qu'on a, on ne peut pas dire c'est des éléments de z, c'est dans z bar. Mais c'est aussi multiple de p à cause du Frobenius. Donc p divise dans z bar ce type-là, qui divise lui-même le discriminant, donc p divise le discriminant. Mais le discriminant est dans z. Donc ça veut dire que p divise n puissance n dans z. Mais par Euclide, dire qu'il divise n puissance n, ça veut dire qu'il divise n. Et donc, il divise n dans z bar. Z bar, qui a un anneau. Hein. Alors, maintenant, bah oui, donc n sur p est dans z bar, mais n sur p est dans q. Et en fait, on dit que z est intégralement clos, ça veut dire que si on a un nombre qui est entier sur z bar, mais qui est aussi dans le corps des fractions de z, alors il est dans z. Ce qui veut dire que p divise n dans z, et donc ça veut dire que si p ne divisait pas n dans z, alors ceci serait égal à 0. Voilà. C'est la preuve de Shur. Bon, pour les détails, regardez la vidéo. Mais là, donc ça faisait que phi n était irréductible sur q, et on avait ici un petit b qui a donné du fil à retordre à ceux qui s'y sont attaqués. Effectivement, on peut se perdre un petit peu en conjecture. On suppose que les racines de p dans z sont les racines de l'unité, et que p admet au moins une racine différente de 1. Voilà. Démontrer que p admet au moins une racine de la forme exponentielle de iθ avec θ entre pi sur 3 et pi. Alors, quand on fait un peu de recherche, on se rend compte que le premier, donc les racines p sont des racines de l'unité, c'est-à-dire que p est un produit de polynômes cyclotomiques, puisqu'il se décompose en irréductible, et donc, comme p est un polynôme non constant, voilà, ça va être un produit de polynôme cyclotomique, et il va y avoir au moins un polynôme cyclotomique qui est différent de phi 1, d'après ça. Donc maintenant, il va falloir montrer, donc on va l'appeler phi n est supérieur ou égal à 2, et il faut montrer qu'il existe une racine primitive nème de l'unité, de la forme x de iθ avec θ dans pi sur 3 pi. Alors, ça revient à dire qu'il existe un k premier avec n, tel que k est compris entre, quand on fait un petit calcul, entre n sur 6 et n sur 2.
Parce que donc, en fait, on divise par 2π ici, hein, pour passer de k. Voilà, on divise θ par 2π. Ok, alors là, ça peut nous plonger dans une abîme de recherche où on se dit, tiens, oui, c'est intéressant, on a étudié la distribution des nombres premiers. Bon. Est-ce qu'on peut comprendre rapidement la distribution des nombres premiers avec n, puisque c'est ça en fait le problème ici. On veut avoir une distribution des nombres premiers avec n. Bon, alors ça, cette recherche nous emmène un peu trop loin, et il est plus intéressant, et même si c'est pas très héroïque, on va plutôt juste à la recherche du petit contre-exemple mesquin, quoi, hein. Et en fait, il y a un petit contre-exemple mesquin. Donc, si vous prenez n paires, donc hein, je vous rappelle, on a n un nombre qui est plus grand que 1, et il faut trouver un k qui est compris entre n sur 6 et n sur 2, tel que k est premier avec n. Alors, si n est pair, bon, n, on va dire, est de la forme 2m. Alors, si m est pair, alors on va prendre k égale m-1. Si m est impair, alors on va prendre k égale m-2. Et si n est impair, alors il est de la forme 2m plus 1, et on va prendre k égale m. Et voilà, c'est tout, hein. Donc et à chaque fois, on vérifie que tout marche bien. Voilà. Bon, je ne dis pas que c'est héroïque, mais au moins, bon, c'est une méthode qui marche. Et évidemment, on se dit, tiens, j'aimerais bien comprendre un peu la distribution de ces nombres-là. Il y a quelque chose à creuser. Ce sera pour un autre jour. Et puis après, bah, fort de ça, hein, de cette irréductibilité et de cette racine entre pi sur 3 et pi, on va aller vers les sous-groupes abéliens finis de On de R. Alors, pareil, la stratégie, elle est de dire, ben, on va d'abord s'occuper de On de R dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de GLN de Q. Alors, On de R, comment on s'en occupe? Ben, on décompose E en somme orthogonale de droites stables et de plans stables. On avait vu qu'on avait toujours des plans stables et ou des droites stables, mais en plus, comme on a des matrices orthogonales, ce sont des matrices normales, donc dès qu'on a un sous-espace stable, son orthogonale est stable. Donc on a cette décomposition en orthogonale. Donc on va avoir sur chaque plan et sur chaque droite quelque chose d'orthogonal, et finalement, bon, je dirais, comme on est en... regardons le cas de dimension 1, on n'aura que deux possibilités pour l'induit du groupe, hein, sur la droite, c'est 1 et moins 1. Et là, on a au maximum 6 possibilités. Alors moi j'aime bien la preuve qui consiste à dire, comme on est en dimension 2, le polynôme caractéristique d'une matrice orthogonale sur un plan, c'est forcément un produit de polynômes cyclotomique, hein, mais en même temps c'est degré 2. Donc il faut résoudre phi de n, ou phi de n, c'est le degré du polynôme cyclotomique, donc c'est l'indicatrice de l'air, phi, et il faut résoudre phi de n égale 1 ou phi de n égale 2, et donc en fait n est inférieur à 6. Ça c'est une possibilité, mais c'est pas ce que propose le problème. Il propose de faire ça avec la norme subordonnée à la norme 2, et effectivement, quand on nous demande ici quelle est cette norme, on va trouver 2, donc de Rθ moins, donc on a une rotation du plan 1, moins identité, on va trouver 2 fois la valeur absolue de sinus θ sur 2. Et donc, ce qui explique que, voilà, on va avoir ceci à cause de ce... parce qu'on va avoir L fois ici. Le maximum, ça va être évidemment quand on va avoir que des plans, hein, parce que ici, le plus ou moins 2, ça ne va pas nous apporter grand-chose, et on va avoir que des plans. Voilà. Bon, ça, c'est assez facile, et ça provient exactement de ça et d'une optimisation. Et donc,
ici, on, on va avoir 6 parce qu'on s'occupe que d'un plan. Et ici, on a notre angle qui va être forcément d'après ça, compris entre finalement pi sur 3 et pi. C'est comme ça qu'on voit arriver le 6. On va faire epsilon sur 2, arcsinus epsilon sur 2, pi sur ça, et on va avoir l'ordre 6 qui va apparaître comme un maximum. Voilà. Et ensuite, les choses sont très jolies, mais sont très habituelles aussi. Quand on a un sous-groupe de GLN de R, eh bien, on peut, à partir de la norme euclidienne standard de Rn, tordre cette norme, parce que le groupe est fini, pour obtenir une norme quadratique, ou si vous voulez un produit scalaire, qui est G invariant, ici, voilà. Et grâce à ce qu'on avait fait au tout début, on a dans ON de R, pour ce sous-groupe d'ordre 6, on peut réaliser la matrice dans Z, donc dans GLN de Q. Et bon, tout ce qui est dans GLN de Q est dans GLN de R, mais tout ce qui est dans GLN de R n'est pas forcément dans GLN de Q. Et donc là, on s'est ramené, grâce à ce produit scalaire, à conjugaison près à un sous-groupe de GLN de R, mais d'ordre 6 et abélien et cyclique d'ordre 6. D'après ce qu'on avait vu précédemment, on peut le réaliser dans GLN de Q. Donc comme il est maximal dans GLN de R, il est maximal aussi dans GLN de Q, évidemment. Qui peut le plus, peut le moins, et on établit tous ces points. Alors là, on se rend compte tout de même, pour finir, que on voit bien que on n'a pas un point III qui dirait tout sous-groupe abélien s'injecte dans un groupe abélien maximal, standard, qu'on a trouvé dans le point 2. Et on voit bien que on avait ça j'en ai parlé avant, hein. On a aussi des sous-groupes d'ordre 4 qui ne vont pas s'injecter dans des groupes d'ordre 6. Voilà, donc c'est des petites difficultés contre-intuitives, hein. On a des sous-groupes maximaux, mais qui ne sont pas de taille maximale. Voilà. Ok, voilà, on a mérité l'apéro.